Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de 45 minutes de décryptage par Calirel Santé. Donc, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas organisé de 45 minutes en lien avec le sujet du référentiel pour les établissements de santé dans le cadre de la certification. Mais il y a une actualité récente, notamment en lien avec les évolutions du manuel pour lequel on a pensé qu'il était pertinent de pouvoir en faire un dédié. Et puis aussi de pouvoir aborder les premiers résultats de certification des établissements de santé de la région Pays de la Loire, pour lequel Calirel Santé, on réalise une analyse qualitative et on trouvait aussi intéressant de pouvoir partager ces premiers résultats et échanger avec vous sur ces éléments. Donc aujourd'hui, il va y avoir une guest star qui est Antoine, qui va vous présenter à la fois la première partie des évolutions du manuel. Donc n'hésitez pas pendant cette partie-là de poser des questions sur le chat. Et en fonction des éléments, soit Antoine y répondra au fil de l'eau ou on prendra un petit temps entre les deux séquences pour y répondre. Et puis la deuxième partie où Antoine vous présentera l'analyse qualitative qui est réalisée par Calirel Santé sur les 26, hein, c'est ça, rapports, 21, 23, pardon, les 23 rapports de certification qui sont disponibles en région Pays de la Loire et pour lesquels une analyse a été réalisée. Vous connaissez déjà Antoine. Antoine, je te laisse Oui, peut-être te représenter. bonjour à tous, donc Antoine Biron, chargé de mission à Calirel Santé, notamment sur la certification de la Haute Autorité de Santé. Alors, juste pour mémoire ou pour le savoir sur le principe des 45 minutes de décryptage, donc c'est un temps web qu'on propose de façon plus ou moins régulière, qui a été très régulière dans les premières sorties du référentiel et qui l'est plutôt en fonction des opportunités à l'heure actuelle. Donc, le principe, c'est qu'on est vraiment 45 minutes ensemble pour décrypter les attendus de la Haute Autorité de Santé, en abordant plusieurs sujets sur les enjeux, les principales données qui sont à notre disposition, en quoi la certification elle répond aux enjeux thématiques. Et là, avec les nouvelles évolutions du référentiel, on va pouvoir en voir quelques points et faire le lien avec les évolutions réglementaires ou des nouveaux attendus en termes de thématiques. Et puis voilà, des points clés qui nécessitent une attention particulière lors des visites et ce qui pourrait être le cas quand on présentera les résultats, les premiers résultats en région. Et puis aborder les ressources en région Pays de la Loire et même au-delà, puisqu'il y a les ressources FORAP qui ont pu être mis à jour dernièrement. Juste un petit rappel, comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous poser vos questions sur le chat et puis on alimentera une foire aux questions qui sera disponible sur le site internet de Calirel Santé. Donc, je laisse tout de suite la parole à Antoine et comme il l'aime bien, je vais zoomer sur son visage pour vous parler des nouvelles évolutions du manuel de certification. Je te laisse la parole, Antoine. Merci Noémie. Donc, comme Noémie le disait, donc, la première partie va être consacrée sur les évolutions du manuel de certification. Et on a fait le choix de ne pas toutes les mettre, mais plutôt mettre celles que l'on considérait comme les plus importantes. Donc, ce nouveau référentiel, donc, qui s'appelle dorénavant le V 2023, pourquoi une nouvelle version? Parce qu'il y a eu des retours d'établissements par rapport à des retours d'expérience des établissements sur comment ils se sont appropriés ce référentiel. Et puis également, la HAS a fait des concertations avec les experts visiteurs suite aux visites, et puis également avec des parties prenantes, dont les structures régionales d'appui et dont Calirel Santé. Et nouveauté, ce nouveau référentiel sera applicable à partir des visites de 2023 et non pas en 2 temps comme ce qu'il y avait pu avoir l'année dernière. Donc, pourquoi ces évolutions? Donc, la première, en fait, c'est lié à l'accréditation internationale de l'ISQUAM, donc la HAS a obtenue en juin 2022. Et cette accréditation rendait obligatoire la présence d'un critère sur la réflexion éthique et également sur la notion de préaccident. Deuxième évolution, c'est la clarification de certains critères, notamment ceux en lien avec la bientraitance et avec la maltraitance. Et puis également, la troisième évolution, ce sont des formulations qui sont plus incitatives pour un grand nombre de critères, et notamment ceux qui sont en lien avec l'expertise des patients et l'implication des représentants d'usagers, avec un nouvel attendu qui est arrivé, maintenant le projet des usagers,
est un attendu parmi d'autres. Donc, on va revenir dans le détail sur les diapositives suivantes. Donc, on va commencer par le nouveau critère, donc le critère 3.4-04. L'établissement promeut et soutient le recours au questionnement éthique par l'ensemble des acteurs. Donc, c'est un nouveau critère du fait de l'accréditation du LISCOA et il est rattaché à l'objectif 3.4. L'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences. Donc, c'est un critère standard, un critère tout établissement, donc tout le monde est concerné. Et la méthode d'évaluation qui a été retenue par la HAS, c'est la méthode de l'audit système, à la fois auprès de la gouvernance, à la fois auprès des professionnels et également auprès des représentants d'usagers. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme notion dans ce critère? C'est est-ce que l'établissement a organisé ou organise un état des lieux des questions relatives à l'éthique? Est-ce que les professionnels sont sensibilisés, formés à cette notion de questionnement éthique? Est-ce que les professionnels peuvent identifier des questionnements éthiques? Et puis également, ce qui intéresse la HAS, c'est quel est le cadre opérationnel que l'établissement se donne pour justement réfléchir à tous ces questionnements éthiques. Donc, quand la HAS dit cadre opérationnel, elle ne sous-entend pas qu'il faut un comité éthique présent dans tous les établissements, mais plutôt que quand un professionnel a un questionnement éthique, qu'il sache qu'est-ce qui est organisé dans l'établissement pour qu'il puisse justement pouvoir discuter avec ses collègues sur une situation bien particulière, et puis également de pouvoir y associer, si besoin, des ressources externes à l'établissement, et puis également ne pas oublier d'associer les représentants d'usagers. Donc, nouveau critère pour l'ensemble des établissements. La deuxième nouveauté concerne le presque accident, donc également lié à l'accréditation de l'ISCOA. Et le presque accident se définit comme un événement indésirable associé aux soins pour lequel il n'y a pas eu de dommage. Donc, c'est une nouveauté dans ce référentiel et notamment le critère 2.4-04. Les équipes améliorent leurs pratiques en analysant les événements indésirables associés aux soins qu'elles ont déclarés. Et donc, cette notion de presque accident apparaît 4 fois, donc une fois dans le chapeau et puis 3 fois dans les éléments d'évaluation. Et en parallèle, cette notion apparaît également dans le critère qui va arriver, le 3.7-04. L'établissement analyse, exploite et communique la survenue d'événements indésirables liés aux soins. Donc, en fait, ces deux critères, le 2.4-04 et le 3.7-04, parlent tous les deux des événements indésirables, mais un du côté professionnel et un du côté établissement. Et cette notion de presse-accident arrive dans ces deux critères. Alors ensuite, comme clarification, donc sur la suite du diaporama, c'est plutôt des clarifications que la HAS a souhaité aborder, et ça concerne plutôt les objectifs 2.4 et 3.7. Donc l'objectif 2.4, pour rappel, les équipes évaluent leurs pratiques, notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle. Et en fait, la HAS a modifié le libellé de 6 critères, donc du 0,1 au 0,6, pour renforcer justement le rôle du professionnel et de clarifier le qui fait quoi. Et ces 6 critères commencent dorénavant par les équipes améliorent leurs pratiques. Donc là, la HAS a souhaité renforcer le rôle des professionnels et qu'il n'y ait plus une certaine ambiguïté entre qui est de la responsabilité de l'établissement et qui est de la responsabilité des professionnels. Et en parallèle, l'objectif 3.7 a également été clarifié. Donc, l'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins. Avec la modification du libellé 3.7-1, la gouvernance mobilise ses équipes dans la maîtrise des bonnes pratiques. L'intitulé a totalement été modifié pour renforcer le rôle de la gouvernance. Et également, en parallèle de ce qui a été fait pour l'objectif 2.4, le libellé des critères 3.7-3 et 3.7-4, l'établissement analyse pour justement clarifier qui fait quoi entre les professionnels et entre la gouvernance. Alors, on a sur la notion de bientraitance et maltraitance, il y a 3 critères actuellement dans le référentiel, donc il y a toujours 3 critères dans un impératif, et ces 3 critères ont été totalement reformulés, et notamment liés à la mise à jour du Code de l'action sociale et des familles et du Code de santé publique avec
l'intégration de la définition sur la maltraitance. Donc, sur l'ensemble de ces trois critères, il y a plein de notions nouvelles qui sont apparues, donc, notamment avec le rôle de la gouvernance qui a été renforcé, et puis également de l'introduction de notions qui n'existaient pas dans les anciennes formulations, avec est-ce que l'établissement évalue et identifie les risques impactant la bientraitance. Il y a la notion de quelles sont les pratiques avec les moments sensibles. Est-ce que l'établissement et les professionnels repèrent, signalent, prennent en charge ces cas de maltraitance? Il y a également la détection qui fait son apparition, la notion de vulnérabilité qui n'apparaissait pas non plus avant. Et puis également, l'établissement se doit d'évaluer annuellement sa gouvernance et ses pratiques en matière de bientraitance et de maltraitance. Et puis, nouveauté, l'établissement se doit maintenant de recenser tous les actes de maltraitance qui ont été déclarés dans le PMSI. Et puis, la HAS a souhaité également accentuer sur la connaissance des professionnels de terrain sur comment ils doivent, dans leur établissement, comment ils doivent pas détecter, mais déclarer et connaître justement ces circuits d'alerte. Et le terme ordinaire a disparu du dernier critère, le 3.2-06, et maintenant la HAS parle de maltraitance, et non plus de maltraitance ordinaire. Alors ces travaux sont toujours en réflexion, puisqu'il y a des travaux en cours HAS-FORAP sur ce sujet de maltraitance, bientraitance, mais les travaux n'étaient pas assez aboutis pour qu'ils puissent intégrer cette nouvelle mise à jour. Alors, on a également d'autres reformulations complexes, donc, qui concernent moins l'établissement, puisque c'est sur les activités de prélèvement et de greffe d'organes. Donc, l'ensemble du critère et les éléments d'évaluation associés ont été mis à jour. Notamment, on passe de chirurgie interventionnelle, donc ce critère sera applicable maintenant uniquement sur les soins critiques. Il sera évalué avec la méthode de parcours traceur, et comme je le disais, l'ensemble des éléments d'évaluation ont été reformulés, et les changements de méthode et de soins critiques, en soins critiques plutôt, c'est qu'en visite, les supervisiteurs avaient du mal à trouver une prescription médicale de prélèvement et de greffe, et donc ils se sont dit, en passant sur la méthode de parcours traceur, ça sera beaucoup plus simple pour eux de trouver une activité qu'ils puissent évaluer en établissement. Alors également, on a des clarifications et des modifications importantes sur le critère sur les urgences vitales, et on le verra dans la deuxième partie du 45 minutes, notamment sur cette thématique. Donc, la prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans l'établissement. Donc, la HAS, dorénavant, va parler d'un numéro d'appel unique, après avoir testé le numéro direct, le numéro dédié. Et en fait, la HAS souhaite plutôt que ce soit un numéro unique. Donc, la dénomination est arrivée. Elle a accentué également la formation de tous les professionnels de soins, ce qui n'était pas clairement indiqué dans l'ancienne formulation. Les professionnels se doivent de détecter les symptômes d'une urgence vitale. Il y a eu sur l'ancienne version, on parlait de chariots d'urgence, mais beaucoup d'établissements avaient plutôt des sacs d'urgence. Donc, pour que les experts visiteurs puissent valider l'élément d'évaluation, la HAS de Rayonnement parle de sac ou de chariot d'urgence. Mais elle a rajouté la notion de registre d'utilisation avec notamment les péremptions. Et puis également, est-ce que les professionnels connaissent les premiers gestes de prise en charge? Sur le médicament, il y a 3 critères qui ont été impactés, avec notamment des changements de cible. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que très souvent, au moment des visites, les hypervisiteurs soit n'avaient pas de cible qui était là, ou soit n'avaient pas de patient qui était présent. Donc, il y a des changements de cible. Il y a une meilleure lisibilité des acteurs, et puis également des précisions dans les différents éléments d'évaluation. Le risque infectieux, il y a 4 critères qui ont également été clarifiés, avec des changements de cible, des clartés sur ce qui est recherché, des précisions sur les éléments d'évaluation, et puis également l'endoscopie qui n'était pas clairement indiquée, donc maintenant qui est clairement indiquée dans ces critères sur le risque infectieux. Donc, des changements d'applicabilité, donc notamment sur l'information du patient sur les dispositifs médicaux. De tout établissement, ça passe sur chirurgie et interventionnelle, puisque c'est plus dans ces secteurs d'activité qu'il y a des dispositifs médicaux qui sont implantés.
Et puis, ce que je vous disais sur le changement d'applicabilité sur les greffes et organes pour passer sur les soins critiques. Donc, il y a également des incitations qui sont plus marquées sur les usagers, notamment avec le critère avancé 3.2-02. On ne va pas forcément prendre lecture de ce que j'ai indiqué, mais c'est pour accentuer le fait de remettre le patient au cœur de ce critère. Et vous voyez, il y a 3 critères dorénavant qui commencent par le patient participe, ou des patients interviennent, ou les patients participent. Donc voilà, pour vraiment dire que la démarche part des patients et non des professionnels de terrain. Et puis également, l'un des nouveaux attendus, donc qui est dans le critère 3.2-11, le projet des usagers est attendu maintenant dans toutes les visites de certification. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un document qui soit déconnecté du reste, donc il peut être intégré au projet d'établissement ou il peut être tout seul, mais l'intérêt, c'est qu'il soit travaillé avec les professionnels et qu'il soit fait pour les qu'il soit travaillé avec les professionnels et les usagers et qu'il soit fait pour les usagers. Donc ensuite, sur les autres modifications qui concernent les usagers, donc l'information destinée aux enfants et adolescents était un peu partagée entre 2 critères. Dorénavant, ça sera sur le 1.04 sur tout ce qui concerne l'enfant et adolescent. Sur les directives anticipées et la personne de confiance, jusqu'à présent, c'était une consultation documentaire. Et comme ce critère d'évaluation est très souvent fait défaut dans les établissements, l'HS l'a changé de cible et dorénavant, ça sera en entretien avec les professionnels, ce qui permettra de faire de la pédagogie et l'information auprès des professionnels. Le patient est invité à faire part de son expérience. La notion d'EIG disparaît au profit d'EIAS, puisqu'ils sont aperçus que la notion de gravité était un petit peu difficile à appréhender pour les patients. Et sur le 1.2-08, on ne parle plus de disparition de la douleur, parce qu'il y a des douleurs chroniques, et l'HAS va parler dorénavant de soulagement de la douleur. Et pour finir sur ces grandes modifications du référentiel, avec tous les événements liés à la sécurité informatique et les piratages, la déclaration dorénavant est obligatoire auprès de l'Agence nationale. Il y a plusieurs éléments d'évaluation qui sont dédoublés pour éviter l'effet cumulatif, notamment sur l'examen somatique en psychiatrie. Jusqu'à présent, l'élément d'évaluation est réalisé dans les 24 heures et suivi. Maintenant, il y a 2 éléments d'évaluation. Le premier, c'est est-ce que l'examen somatique est réalisé dans les 24 heures, avec oui, non. Et deuxième élément, est-ce qu'il est suivi tout au long, ce suivi somatique, est-ce qu'il est tout au long de la prise en charge, avec également oui, non. Ça permet d'éviter justement l'effet cumulatif. Une notion sur les RH avec l'introduction de la vérification des titres des compétences et la notion de risque évalué. Également, le renforcement des entretiens avec les professionnels, c'est ce que je vous disais avec la personne de confiance et les directives anticipées. Voilà. Il y a beaucoup de consultations documentaires qui ont disparu au profit des entretiens avec les professionnels. Il y a des changements de méthode d'évaluation, parce que parfois, c'était difficile de trouver à un moment donné un patient concerné ou une cible le jour de la visite. Et puis, ça permet également, dans le rapport de certification des experts, qu'il y ait trop de non applicables. Et puis également, il y a plusieurs références qui sont ajoutées, avec notamment les flashs sécurité patient qui sont apparus entre les 2 mises à jour ou la mise à jour du code de santé publique, etc. Donc voilà sur les premières, sur la synthèse qu'on a pu faire de ces modifications. Je ne sais pas si Noémie, il y a des questions. Il y a 3 questions Antoine, sur le chat. La première concerne la question du questionnement éthique. Oui. J'ai mon anti-sèche. Anti-sèche. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par questionnement éthique? C'est dès qu'il y a une situation qui perturbe la conscience des professionnels, ou ils auraient aimé faire ça, mais l'usager a dit ben non, moi finalement, c'est moi qui décide, on va plutôt faire ça. Donc, ils peuvent se retrouver un peu, pas en porte-à-faux, mais ils se questionnent sur leur conscience, sur leur pratique, et ils ne sont pas à l'aise. Enfin, on peut utiliser le terme de terme-là. Ils ne sont pas à l'aise avec ça, et ils aimeraient bien pouvoir échanger avec ce que d'autres professionnels auraient fait sur cette problématique, d'échanger ensemble pour essayer de voir s'il n'y a pas
pas une conduite à tenir idéale, puisque chaque patient est différent et la prise en charge est différente, mais qui est peut-être des pistes de réflexion qui peuvent être menées au sein de la structure. Et c'est pour ça que la HAS n'attend pas à ce qu'il y ait un comité éthique qui soit mis en place, mais une réflexion éthique. Ce qui veut dire qu'il y a la possibilité il y a des espaces qui existent pour les professionnels pour questionner quelque part leur morale par rapport à une prise de décision ou un acte de soin. Il y a un lien extrêmement étroit avec tout ce qu'on peut attendre autour de la promotion de la bientraitance, notamment. Alors, Antoine, il y avait une deuxième question en lien avec le projet des usagers. Tu parles de projet des usagers attendu. Est-ce que ça veut dire que le projet des usagers est obligatoire? Puisque les experts visiteurs vont l'attendre au sens de pouvoir le lire, effectivement, oui, il va faire partie des éléments de discussion en visite avec les représentants d'usagers, avec la gouvernance, avec les professionnels de terrain, pour justement savoir comment ce projet des usagers a été construit avec les usagers et surtout qu'ils servent aux usagers. Ouais. Je reprends la question de Juliette. En fait, ce n'était pas forcément questionnement éthique, c'était, entend-on par état des lieux du questionnement éthique? C'est-à-dire que l'établissement puisse recenser sur une année, quelles sont les questions éthiques, quels sont les questionnements éthiques que les professionnels se sont interrogés, se sont réfléchis ensemble, justement, pour que, si besoin, l'établissement, au sens général, puisse proposer des accompagnements, des formations, de l'analyse de pratique, pour que, justement, ce questionnement éthique qui était sur une unité puisse être valorisé sur l'ensemble de la structure. Et si le même questionnement éthique apparaît sur plusieurs services avec des activités et des pratiques différentes, pourquoi pas initier au niveau institution une réflexion beaucoup plus globale en proposant des séminaires, des personnes sur le sujet avec pourquoi pas des sociologues, des psychologues, voilà, pour réfléchir de manière beaucoup plus transversale sur un questionnement éthique qui est arrivé dans plusieurs équipes, dans différentes pratiques. Il ne faut pas oublier que c'est un nouveau critère, comme Antoine l'a précisé. C'est un critère qui a été demandé par l'ISQOA dans le cadre de l'accréditation de la HAS. Donc, l'ISQOA, c'est une organisation internationale. Et c'est un critère qui a été attendu, alors, notamment en lien avec ce qu'on a pu connaître de façon marquée sur ces 2 dernières années en termes justement de questionnement éthique. Alors, il sera intéressant qu'on puisse observer comment les experts visiteurs évaluent cela, car c'est la première fois qu'eux aussi vont être amenés à questionner ces éléments d'état des lieux et de réflexion éthique. Donc, ce sera probablement quelque chose qu'il faudra qu'on suive plus spécifiquement. Puis ça permet aussi à l'HAS, alors non seulement l'ISQOA rend obligatoire ce questionnement éthique, mais cette notion apparaît déjà dans le manuel pour le secteur médico-social et du coup, pour avoir une certaine homogénéité, ces 2 thématiques sont dans tous les types de secteurs que l'HAS suit, le secteur sanitaire et le secteur social et médico-social. Alors, une autre question, mais celle-ci, on l'attendait un peu, sur la question du numéro unique pour les urgences vitales. Il demande un numéro unique, mais qui n'est pas dédié spécifiquement aux urgences. Je te reformule la question. Ouais. Je ne comprends pas trop. Il demande un numéro unique, mais qui n'est pas dédié aux urgences. Alors, je dirais si, mon capitaine. Oui, il demande un numéro unique, c'est-à-dire que les experts visiteurs, pendant les visites qu'ils ont pu faire, dans certains établissements, il y a 3-4 numéros de téléphone dédiés aux urgences vitales. Et avec des passations de numéros de téléphone, avec des renvois de téléphone, et parfois, quand les équipes appelaient sur l'un des numéros de téléphone, ça aboutissait à rien. Et dans la tête de l'achat, c'était cette notion d'unique, mais il n'avait pas formellement formulé. Et donc là, c'est vraiment un numéro de téléphone unique, comme qu'on appelle le 15, comme tout citoyen a besoin d'urgence vitale, il appelle le 15 et c'est un numéro de téléphone unique national. Et là, ce que la HAS sous-entend, c'est que chaque établissement puisse mettre en place un numéro de téléphone unique que tout le monde connaisse et qui aboutit à un médecin pour justement gérer une urgence vitale dans l'établissement. C'est qu'il n'y a pas 50 manières de contacter un professionnel dédié à l'urgence vitale. Je ne sais pas si ça correspond à la question, ma réponse correspond à la question de Juliette. Alors, si ce n'est pas Juliette, c'est Delphine. C'est Delphine. Mais Delphine va nous dire si toutefois c'est bien la réponse.
Une dernière question peut-être avant de passer à Oui, la deuxième on a séquence encore du le temps. 45 minutes. Ça veut dire quoi servir aux usagers? Avec les usagers, enfin, c'est-à-dire que dans le terme servir aux usagers que j'ai utilisé, c'est qu'il faut que le projet des usagers soit fait pour les usagers et avec les usagers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit déconnecté de ce que les usagers ont envie dans leur prise en charge, les résultats qui comptent pour eux. Enfin, il faut vraiment que ce projet des usagers, le centre soit l'usager et qu'en fait, l'établissement s'adapte à la prise en, enfin, s'adapte aux souhaits et aux souhaits des usagers. C'est ça cette notion qui apparaît. En fait, le projet des usagers, il doit il doit sortir du cadre strict des éléments attendus, par exemple, dans la commission des usagers, mais doit être vraiment sur un projet à l'attention des patients qui sont accueillis dans la structure ou de l'entourage ou des usagers à venir. Donc, le projet des usagers, il peut porter, par exemple, sur une maison des usagers, par exemple. Ou encore sur l'amélioration de la signalétique pour les personnes en situation de handicap ou des accès aux interprètes. Donc, c'est vraiment un projet qui doit être porté avec les usagers, co-construit avec les usagers, et non pas pas à destination du bien-être et de l'amélioration de la qualité de l'accompagnement et des prises en charge. Je ne sais pas si ça t'éclaire davantage, Marie. Super, ça roule. Voilà. Merci. Du coup, ce qu'on vous propose, s'il y a d'autres questions, on les reprendra au fil de l'eau. Mais on vous propose de passer à la deuxième séquence de ce 45 minutes et qui, vous allez voir, va être bien en miroir des points qu'on a pu aborder dans les évolutions du référentiel. Un travail on va dire, d'analyse qualitative qu'on avait déjà fait précédemment à Caliral Santé sur les certifications dites V 2014. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous en avaient pris connaissance, mais on l'a publié sur l'année 2020. Donc, il n'est pas certain que ce soit extrêmement connu et répandu. Enfin, dans tous les cas, on a voulu, avec cette nouvelle certification et ces nouvelles modalités de visite, au-delà des rapports qui sont publiés, de pouvoir, nous, avoir une lecture qualitative, indépendante des résultats de certification, mais qualitative de ces rapports pour identifier s'il n'y avait pas des signaux faibles, des tendances qui nous permettaient d'anticiper des sujets peut-être qui seraient précurseurs. Donc, je vais laisser Antoine représenter cette seconde partie, cette deuxième partie. Alors, donc, donc là, on fait à Caliral, on a fait une analyse qualitative des rapports qui sont accessibles en ligne. Alors, ce qui est important, c'est la lecture de Caliral Santé. Et donc, on ne se substitue pas à l'analyse qu'a pu faire la commission de certification de l'HS, qui, elle seule, émet la décision finale. Et comme le disait Noémie, la lecture de ces rapports de certification avec notre propre grille de lecture, avec notre propre méthodologie, ça nous permet d'avoir des tendances et d'identifier des potentielles actions en région. Donc, la méthode qu'on a retenue, donc on lit l'ensemble des rapports qui sont accessibles, donc les rapports en version courte, parce qu'on n'a pas à notre disposition les rapports complets qui sont à destination uniquement des établissements. Et pour chaque rapport, on identifie des défauts. Et pour chaque défaut identifié, on associe une thématique et on associe l'un des critères du manuel. Donc pour l'instant, on a analysé 23 rapports qui sont disponibles. Donc il y a 3 établissements qui sont certifiés avec mention, 14 établissements certification, on va dire, classique, sans mention, 6 établissements sous condition et 0 établissement non certifié. Et le petit graphique à côté, on a fait le lien entre les différents statuts, donc but non lucratif, lucratif et public, et les différentes décisions de la Haute Autorité de Santé. Bon, pour l'instant, c'est un peu tôt pour en tirer une conclusion, mais l'outil, on l'a prévu comme ça dès le départ, ça nous permet au fil de l'eau d'avoir les différents diagrammes qui se mettent à jour. Donc, quelques points de vigilance sur ces 23 premiers rapports. Donc, ça ne représente que 23% des établissements de la région, donc encore assez faiblement. Et on n'a encore pas l'ensemble de la région qui est représenté, puisqu'il manque le département 72. Et même si le 44 est sur... il y a plus d'établissements CNDS sur le 44, il y a quand même une surreprésentation actuellement
sur les différents rapports qui sont accessibles. Et on a beaucoup d'activités SSR et puis SLD qui sont représentées, et on n'a pas beaucoup d'activités chirurgie obstétrique. Et c'est le petit laïus qui est marqué en bas. Pour l'instant, on a également peu de cliniques et peu de CH de type MCO. Donc, au fil de l'eau, ces premiers résultats vont sans doute se réajuster en fonction des rapports qui vont sortir. Donc, les premiers éléments qu'on peut sortir, donc on a repris les scores, donc les 15 objectifs qui ont été décidés par la Haute Autorité de Santé. Alors, il y a un premier bémol, un premier point de vigilance, c'est que les établissements, les 6 établissements qui sont sous condition, on n'a pas les pourcentages de leur score sur les objectifs. Donc là, le radar que vous voyez à l'écran, il comprend uniquement les établissements qui sont certifiés avec mention et les établissements qui sont certifiés. On n'a pas les sous-conditions. Donc, il y a forcément un petit biais. Néanmoins, on peut quand même y retirer des éléments. Donc, ce qu'on peut retenir de ce premier graphique, je viens que tu cliques, Noémie, merci. Il y a 6 objectifs qui sont un peu en deçà. Donc, notamment l'information du patient, la maîtrise des risques, la dynamique qualité, la réponse aux risques et le leadership. Ensuite, on a, si le diapo veut bien avancer, on a 2 objectifs qui sont un peu plus bas que les autres sur l'évaluation des pratiques, le 2.4, et le travail en équipe sur le 3.7. Après, si vous regardez les scores qui sont sur le côté, ils sont quand même relativement corrects parce qu'ils dépassent tous les 85%, mais c'est quand même des signaux qui nous permettent de dire que sur ces points-là, il peut y avoir des points qu'on peut repérer, et puis également tous les autres qui sont relativement corrects. Donc, si on va dans le détail, donc là, on a analysé les signaux de défaillance. Donc là, vous voyez à l'écran les 19 thématiques que l'on a pu identifier, et on va passer en zoom celles qui sont les plus impactées. Donc, on a tout ce qui concerne l'expérience patient et la formation patient. Donc, c'est un peu, on va dire, normal, puisque ce sont 2 thématiques qui sont vraiment nouvelles dans cette certification. Et puis, du coup, les étudiants visiteurs sont attentifs à ces éléments, puisque ce sont des éléments d'évaluation qui sont dans le référentiel. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sous le terme d'expérience patient? L'expérience patient n'est pas forcément recueillie dans les établissements. Les acteurs ne sont pas forcément mobilisés, donc à la fois la gouvernance, à la fois les professionnels de terrain, mais également les usagers. La gouvernance ne fait pas forcément la promotion de cette expérience patient, de ce recueil auprès des professionnels et des usagers. Cette expérience patient n'est pas forcément non plus structurée dans l'établissement. Et puis, que ce soit les professionnels de terrain ou les usagers, ils n'ont pas forcément connaissance non plus des résultats, notamment des questionnaires ISATIS ou tout autre questionnaire évaluation qui est mis en place. Sur l'information du patient, on a tout ce qui concerne les directement anticipés, la personne de confiance, la connaissance des représentants d'usagers, les délais de prise en charge, notamment aux urgences, les différentes chartes qui ne sont pas affichées, des messages de santé publique qui ne se sont pas portés auprès des usagers, et la remise de la lettre de liaison aux patients. Après, on retrouve également le dossier avec la traçabilité de la douleur, des directives anticipées et la personne de confiance. On a ensuite la prise en charge médicamenteuse avec notamment les médicaments à risque. C'est vraiment la thématique et le critère qui apparaît en number 1, donc les médicaments à risque. On a également le stockage des médicaments, les produits thermosensibles, la formation, la sensibilisation des professionnels, et puis également l'identification, notamment des produits injectables. Donc, les urgences vitales, donc en lien tout à fait avec la mise à jour du référentiel, le numéro à l'époque qui s'appelait dédié, la formation des professionnels, l'accessibilité du matériel d'urgence. Également, tout ce qui concerne le risque infectieux, il y a le zéro bijou qui apparaît, notamment l'antibioprophylaxie, le stockage des DASRI et l'appropriation des différents indicateurs sur le risque infectieux. Et enfin, sur la partie MQ, management de la qualité et gestion des risques, donc comme vous voyez, c'est
c'est la thématique où on a retrouvé le plus de défauts, le plus de signaux, mais étonnamment, c'est sur des sujets très précis, sur les indicateurs et les IQSS, sur la culture de sécurité, sur les EPP et sur les IAS et les EIGS, et sur les IQSS et les EIAS, c'est exactement les mêmes notions qu'on retrouve derrière, c'est la mobilisation des professionnels, la connaissance des résultats, l'analyse collective, l'impulsion de la direction, la mobilisation des usagers. Et vous voyez, on trouve toutes ces notions à la fois IQSS ou EIS, EIGS. Donc voilà, et pour finir sur cette première analyse qu'on a pu faire, on a ressorti les critères qui sont les plus impactés. Donc comme je vous disais, ce sont les médicaments à risque, avec notamment est-ce que les professionnels connaissent les médicaments à risque, est-ce qu'il y a une liste qui est disponible, est-ce que les méthodes d'administration sont connues et respectées. Enfin, c'est vraiment parce que vous voyez, on le retrouve 18 fois. Ce critère, sur les 23 établissements que l'on a, dont on a lu les rapports, ce critère à risque revient 18 fois. Ensuite, on a les directives anticipées, l'expérience et la certification de l'usager, les urgences vitales, l'approvisionnement, le stockage, l'accès aux médicaments, les IQSS par rapport à la gouvernance, les IQSS par rapport aux professionnels, l'administration des médicaments, l'analyse des résultats cliniques, les représentants d'usagers qui ne sont pas connus, toute la prise en charge de la douleur et la culture de sécurité. Donc là, on est parti du principe qu'on vous présentait les 9, à partir de 9 occurrences qu'on présentait dans le tableau. Donc voilà la première analyse qu'on a faite. Donc ça nous donne quand même des petites informations sur ce qu'on va pouvoir proposer en région par rapport à nos activités, d'autant plus qu'on est en train de travailler sur notre programme 2023 et on va pouvoir justement, de ces premiers signaux, pouvoir justement ajuster au mieux notre programme pour qu'il puisse notamment répondre aux demandes qu'on pourra avoir des établissements. Et c'est vrai que le sujet des directives anticipées, il est très regardé lors des visites de certification. Et on a pu voir dans les derniers résultats, en fait, dans les dernières décisions de la commission, que le sujet des directives anticipées pouvait faire pencher la décision de la commission de certification, notamment quand les professionnels, les patients et les éléments de traçabilité n'étaient pas suffisamment mobilisés. Oui. Il y a des établissements qui ils avaient un score, une dynamique qui leur permettait d'être certifiés avec mention. Et comme la commission de certification, pour elle, c'est un petit signal, c'est directement anticipé des établissements, mais du coup, ils se sont retrouvés certifiés sans la mention, alors que tout un tas la mention leur était possible. Donc voilà, sur cette première analyse qu'on a faite en région, qu'on va compléter au fil de l'eau de la diffusion des établissements de leur rapport. Est-ce qu'il y a des questions, Noémie, par rapport à cette partie-là ? Alors il y avait une question qui arrive. Alors il y avait juste une petite remarque de Marie sur la représentation, en fait, sur le camembert des activités, donc sur lequel j'ai répondu que ça représentait bien les activités au sein des 23 établissements. Mais là où je n'ai pas la réponse, et tu l'auras très certainement, du coup, alors je ne pense pas que ce soit le cas. Non. Alors, il y a une part des établissements qui ont de l'activité HAD, mais des HAD qui ont eu leur certification, pas encore. Non, en fait, ce sont des établissements type CH général qui ont des activités HAD, notamment Nantes, CHU de Nantes, CH de Saint-Nazaire, et puis d'autres que je ne me rappelle plus le nom actuellement, mais ce ne sont pas pour l'instant, il n'y a pas de rapport de certification, uniquement monoactivité HAD en Pays de la Loire. Une question concernant les indicateurs qualité-sécurité des soins. C'est vrai que ça ressort de façon assez importante à la fois pour la gouvernance et pour les professionnels. Est-ce que tu peux nous dire ce qui ressort en fait c'est quoi les petits dysfonctionnements, les petits défauts? Il y a des établissements qui s'acquissent, ils considèrent que ça suffit. Mais c'est juste une brique dans le fait de recueillir l'expérience des patients. Il y a des gouvernances qui ne sont pas forcément très impliquées, ce qui veut dire vont faire leur plan d'action entre 2-3 personnes sur le coin d'une table, alors qu'elles ne vont pas associer les usagers et les professionnels de terrain. Donc, du coup, c'est pour ça
que l'HAS considère que la gouvernance n'est pas assez mobilisée dans les ISATIS, si je reprends l'exemple des ISATIS, sachant que c'est réglementaire et donc la gouvernance n'a pas trop le choix de mener à bien ça. Donc, on est d'accord que ce n'est pas le résultat. Non, les experts ne sont pas sur le résultat qui n'est pas bon, parce que cette notion n'apparaît jamais dans les rapports. Ils sont plutôt sur comment l'établissement met en place ce recueil d'indicateurs, qu'ils soient ISATIS ou autres, ou IQSS, comment il mobilise tous les professionnels et comment, en fait, ces résultats vont servir à améliorer les pratiques et à améliorer la prise en charge des patients. C'est plutôt dans cette dynamique et non le résultat qui n'est pas bon. Et du côté des professionnels? Et pour les professionnels, il y a des professionnels qui ne connaissent pas les résultats des IQSS et il y a des professionnels qui ne participent pas à l'analyse et au recueil. Après, évidemment, les experts visiteurs peuvent tomber sur le professionnel qui ne sait pas, alors que d'autres dans l'équipe savent. Voilà, donc effectivement, les experts visiteurs peuvent également tomber en entretien à être avec des professionnels qui ne se sentent pas concernés sur cette thématique. Mais voilà, c'est le... Donc, dans ce que tu veux dire, c'est qu'il est attendu par la HAS que les IQSS soient appropriés à l'échelle des équipes de soins. Oui. Et qu'à ce jour, on est davantage sur des indicateurs qui restent au niveau de la gouvernance. Oui. Ils sont partagés en CDU et en CME et ça s'arrête pas, ça s'arrête là. Il n'y a pas de mobilisation plus en avant. Et on retrouve la même chose sur les EIAS et les EIGS, en fait. On le retrouve bien, du coup, dans les ajustements, la partie des ajustements du référentiel. Où justement, c'est dans le 2.4 et le 3.7, où les professionnels maîtrisent leur pratique, et l'établissement mobilise ces professionnels. Donc, on trouve bien, en fait, les éléments qu'on retrouve en région, les défauts qu'on trouve en région, on les retrouve de manière nationale, puisque la HAS a mis à jour le manuel et elle ne l'a pas mis à jour uniquement avec les données Pays de la Loire. Elle les a mis à jour avec les données nationales. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou précisions qu'on souhaite. Non, mais on peut faire un petit zoom sur les ressources. Sur les ressources CALIREL. Donc là, on vous a mis les différentes vignettes par rapport à la certification HAS. Et suite à la publication de ce référentiel V 2023, donc on va mettre à jour l'ensemble des outils qu'on a proposés. Et le premier outil qui va être disponible rapidement, c'est le fichier Excel d'appropriation du référentiel qui va être disponible rapidement. Et puis au fil de l'eau, pour qu'en janvier, tous les outils puissent être mis à disposition, notamment les fiches mémo sur les critères impératifs et les guides d'entretien sur les traceurs ciblés et les audits système. Et puis, il y aura également un nouvel outil qui va faire son apparition, un outil de recueil et d'analyse des observations. Donc, dans le référentiel, il y a 29 observations qui sont faites par les experts visiteurs. Donc, on a transformé ça en un outil Excel avec une représentation graphique pour que vous puissiez, pour les 29 observations, pour que vous puissiez voir quelles sont les observations qui risquent d'être en défaut dans vos établissements. Donc, on fera une communication globale sur la mise à jour et la disponibilité des outils. Donc, il y a une dernière question qui est arrivée. Sur les médicaments à risque, est-ce que nous avons la notion de l'obligation qu'ils soient identifiables jusqu'à l'administration? Je ne sais pas. Alors, j'aurais tendance à répondre oui, mais ce qui ne... C'est un oui on va dire, de sécurisation à chacune des étapes. C'est le cas si c'est un injectable. Ouais. Si le médicament à risque, si l'injectable est considéré comme un médicament à risque dans vos structures, effectivement, il faut mieux qu'il soit identifié jusqu'à l'administration. Mais d'une manière globale, je ne sais pas. On questionne pour chacune des étapes jusqu'à l'administration et on vous tient au courant. On vous fera une réponse individuelle, Delphine, et puis on la partagera dans la fac. Oui. Mais si le médicament est un injectable, oui. Puisqu'il y a des défauts qui sont apparus sur le fait que les injectables ne soient pas identifiables jusqu'à l'administration.
Juste pour compléter sur les outils, sur les outils, donc mise à jour des outils, les outils sont d'ores et déjà disponibles sur le site internet de Calirel, hein, c'est ça. Et on fera un zoom sur la prochaine newsletter sur l'ensemble des outils et où est-ce que vous pouvez les trouver. Voilà, une newsletter qui partira après les congés d'été. D'été? Pardon, les congés de tout ça. Et pour terminer, alors des petites infos HAS, même si c'est un 45 minutes Calirel Santé. Donc, si vous n'avez pas eu l'info, la HAS fait un retour d'expérience le 18 novembre de midi à 13h30 sur justement ce nouveau référentiel V 2020 et il n'y a pas d'inscription au préalable. Donc, le lien de connexion sera sur le site de l'HAS et également l'ensemble des rapports est disponible sur le site de l'HAS dans la partie résultats de certification. Voilà, donc on arrive à la fin de ce 45 minutes. 46 même. 46, tout à fait. Donc, on vous a remis juste les replays qui sont déjà disponibles sur un certain nombre de thématiques. Et certaines de ces thématiques ont fait l'objet d'évolutions dans le cadre du référentiel. Donc, en fonction de vos besoins, de ce que vous nous remontez de retour, on pourra réorganiser des 45 minutes ciblées. Et probablement qu'au regard des évolutions du référentiel, on fera peut-être un 45 minutes avec l'espace de réflexion éthique de la région Pays de la Loire sur la réflexion éthique. Et puis, dès la publication des ressources sur bien-traitance et maltraitance, on en fera aussi une communication 45 minutes. Antoine essaye de rezoomer sur moi, mais il n'y arrive pas. On est aussi en cours de programmation. Ça fait un moment qu'on essaye de l'organiser, un 45 minutes sur la prise en charge de l'urgence vitale en établissement. Donc, pour l'instant, on n'a pas de date, mais ce sera très certainement d'ici la fin de l'année. On vous tient informé, bien entendu, par nos canaux habituels, mail et autres. Et pour les établissements qui passent prochainement leur certification, vous avez aussi notre espace Talk Spirit. Et avec une réunion dédiée le 8 novembre. Voilà. Et vous avez reçu l'invitation. Donc, ceux qui sont déjà sur Talk Spirit, n'hésitez pas à contribuer, partager. L'idée, c'est que ce soit vraiment un espace de partage, parce que pour l'instant, Antoine publie. Mais n'hésitez pas à avoir l'occasion de rebondir et de partager aussi vos questions et vos retours d'expérience. Et ce replay sera en ligne la semaine prochaine. Tout à fait. Donc, on va arrêter le 45 minutes d'ores et déjà. N'hésitez pas à nous partager d'autres nouvelles questions que vous avez une fois que vous aurez digéré la masse d'informations qu'on vient de vous délivrer pendant 45 minutes. On vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt et merci Antoine de cette présentation. Bonne soirée à tous et merci à vos échanges à distance. À bientôt. À bientôt.